Alors ça y est, le tournoi d'échecs le plus important de l'année a débuté. Alors il s'agit bien sûr du tournoi des candidats, où 8 des meilleurs joueurs d'échecs du monde s'affrontent pour déterminer qui pourra jouer la finale du championnat du monde d'échecs. Alors à la fin de cette vidéo, on regardera le classement provisoire, on regardera qui sont ces 8 candidats, mais je vous ai sélectionné la partie du jour, la partie de la première ronde que je trouve la plus intéressante. Une partie jouée entre Fabiano Caruana et Hikaru Nakamura. Alors Fabiano Caruana, il a les blancs. Et il ouvre avec le pion roi, il joue E4. Nakamura, qui a les noirs, surprend. On aurait pu s'attendre à un début assez solide avec E5. Et il va jouer C5, la défense sicilienne. Il a même annoncé qu'il souhaitait faire du spectacle dans ce tournoi des candidats, qui n'était pas venu simplement pour jouer des échecs, pour neutraliser l'adversaire. Non, il voulait faire du jeu, donner du spectacle. Alors, Fabiano Caruana continue par F3, c'est le coup habituel, hein, le cavalier est là pour soutenir la poussée D4. Les noirs jouent D6, D4 comme attendu, un échange en D4, pion prend, cavalier reprend, cavalier F6 attaque le pion central E4, cavalier C3 défend, pour l'instant c'est habituel. Mais là une petite surprise de Nakamura, petite surprise. Il va jouer la poussée immédiate en E5. Alors, dans la célèbre variante Najdorf de la défense sicilienne, les noirs vont jouer E5, mais ils jouent d'abord A6 préventivement. Mais là, Nakamura va surprendre parce qu'il joue E5 directement. Alors pourquoi ce coup E5 est plus rare? Pourquoi d'habitude on joue A6? Eh bien tout simplement parce que les noirs veulent habituellement éviter l'échec en B5. Et donc là, ils ne l'ont pas évité. Et Fabiano Caruana, il joue fou B5 échec. Donc Nakamura est obligé d'interposer une pièce en D7 pour préserver son roi. Il va décider d'interposer le cavalier. Et donc maintenant, les blancs vont pouvoir amener le cavalier en F5. Et là, on se dit finalement, les blancs, ils ont une très bonne position. Le fait que les noirs n'aient pas joué A6 a permis au fou B5 de se développer activement en délivrant cet échec. Les noirs ont dû mettre une pièce en D7. Maintenant, le cavalier est en F5. Il aide la dame à attaquer le pion arriéré, le pion arrière des noirs, sur cette colonne semi-ouverte, cette colonne d'attaque, cette colonne D. Alors les noirs maintenant vont jouer à 6, ils attaquent le fou. Ici, Fabiano Caruana préfère préserver son fou de case blanche. Il recule. La poussée B5. Le fou se repositionne sur une nouvelle diagonale. Une bonne diagonale, hein. Cette diagonale-là, elle est très intéressante. Le fou vise le pion F7. On sait que c'est un pion qui n'est pas très bien défendu dans les ouvertures. Hein, seul le roi défend. Et le fou va aider le cavalier et le pion à prendre contrôle de la case D5. À renforcer le trou sur la case D5. Parce que si on regarde cette position, en réalité, la structure de pion est plutôt à l'avantage des blancs. Regardez, les noirs, ils ont cette colonne semi-verte C, et les blancs, ils ont plutôt cette colonne semi-verte D. Les colonnes semi-vertes, c'est les colonnes où il n'y a qu'un seul pion. Et donc, il y a une ouverture qui permet à des pièces de trouver du jeu et d'exercice et des pressions. Et sur cette colonne semi-verte D, les blancs, ils trouvent des faiblesses. La case D5, on en a parlé. C'est un trou, une case faible, une case sur laquelle les blancs pourront essayer de s'imposer. Vous voyez, il y a même un quadruple contrôle de cette case. Et derrière, il y a le pion arriéré en D6, qui est attaqué 2 fois par le cavalier et la dame pour une seule défense. Mais ici, Nakamura va jouer un coup clé. Il va jouer cavalier C5. Et c'est vraiment un coup multifonction. Ça permet déjà de libérer la dame, pour que la dame s'associe au fou pour la défense du pion D6 qui était attaqué 2 fois. En même temps, le cavalier C5 va attaquer 2 fois le pion E4, qui n'est défendu qu'une seule fois. Le cavalier C5 peut aussi se débarrasser du fou de case blanche des blancs, qui est plutôt bien placé sur la diagonale, comme on l'avait signalé. Et en plus, le départ du cavalier D7, on a dit que ça avait ouvert la colonne de la dame pour qu'elle défende le pion arriéré, mais ça ouvre aussi la diagonale au fou pour qu'il puisse s'échanger avec le cavalier. Vous allez me dire, mais pourquoi le fou s'échangerait avec le cavalier? Eh bien, tout simplement pour écarter le pion E4 du centre, hors du centre, et donc atténuer le contrôle de la case D5. Vous voyez, les blancs, ils ont un ferme contrôle de la case D5, mais les noirs vont chercher à éliminer le fou de case blanche, donc retirer un des défenseurs de la case D5, et après fou prend cavalier, pion prend, essayer de dévier le pion E4 qui contrôlait également la case D5. Donc ce coup cavalier C5, bien sûr, c'est le coup clé. Alors les blancs, ils vont jouer fou G5. On pourrait se dire, bon, bah, il développe son fou de case noire pour jouer sur les cases noires, pour établir ce clouage. C'est vrai, mais c'est aussi dans un but de renforcer toujours le contrôle de la case D5. Donc la case D5, c'est bien la pomme de la discorde ici.
c'est bien la case critique, parce que le fait que le fou de case noire cloue le cavalier et puisse s'échanger contre le cavalier, fait que les noirs perdront aussi un défenseur de la case des 5. Vous voyez, il y a la lutte qui s'effectue sur la case des 5, une lutte directement avec des pièces qui vont tout de suite contrôler cette case, mais une lutte indirecte avec des pièces qui menacent de s'échanger contre des pièces qui défendent la case des 5, comme c'est le cas avec le coup fou G5. Alors les noirs font fou prend cavalier, ils dévient donc le pion hors du centre, et les noirs jouent fou E7 pour se déclouer. Mais les blancs, ils ne se font pas compter 2 fois, et ils vont tout de suite prendre le cavalier en F6, donc fou prend cavalier F6, fou prend. Et la case des 5 est bien en main des blancs. Le cavalier, le fou, même si le fou peut se faire éliminer, et la dame. Un triple contrôle pour aucun défenseur chez les noirs. Alors les blancs ici ils font simplement petit roc, et sont plutôt contents de la position. Alors, quelle est l'idée de Nakamura? Vous savez, aux échecs, il faut regarder ce que l'on a, mais évidemment, il faut aussi regarder ce que l'on a concédé. Et si les blancs ont un ferme contrôle des cases blanches, de la case des 5, on l'a dit, ils ont dû concéder le fou de case noire à l'adversaire. D'ailleurs, nous sommes dans une lutte de fou de couleur opposée. Fou de case blanche pour les blancs, fou de case noire pour les noirs. Mais dans ces luttes de fou de couleur opposée, pour l'instant, c'est le fou de case blanche qui tire son épingle du jeu. Il a une belle diagonale ouverte, il pourrait pourquoi pas se placer en D5, où il serait rayonnant, il attaquerait sur des diagonales très intéressantes, et il ne pourrait pas être éliminé en fait. Alors que le fou de case noire, il est bloqué par ses propres pions. D6, E5 entravent les diagonales les plus importantes, les plus intéressantes. Et donc la stratégie de Nakamura dans la position, finalement, c'est de se délester du pion E5. Il joue E4. Mais l'avance de ce pion E4 va condamner le pion E4. Mais Nakamura le fait à dessein. Il accepte de perdre son pion E4 pour donner du jeu à son fou de case noire sur la diagonale et contre-attaquer sur la grande diagonale noire. Alors pourquoi je dis que le pion E4 il est condamné? Alors, on pourrait s'intéresser à des coups comme fou D5 déjà, qui permettraient d'attaquer le pion E4 2 fois et d'attaquer même la tour. Mais Fabiano Caruana, il va éliminer ce pion d'une manière très active, il va le prendre immédiatement, sans délai. Cavalier prend E4. Les noirs reprennent. On peut se dire que les noirs, finalement, ils viennent de gagner une pièce, mais le cavalier E4 est condamné parce que, comme il y a le roi derrière, il se prend un clouage à base de tour 1. Et on ne peut même pas jouer D5 pour le défendre, puisqu'il y aurait tout simplement fou prend D5. Donc les noirs vont évacuer la colonne E le plus rapidement possible avec le roi, ils font petit roc, et les blancs récupèrent en E4 leur pièce. Mais les noirs, le fait, vous voyez, de se débarrasser du pion E5, va leur permettre maintenant de gagner le pion B2. Donc en quelque sorte, ils ont troqué le pion E5 qui bouchait la vue de leur fou contre le pion en B2. Et donc c'est un bon troc pour les noirs. Tour B1 attaque le fou, fou F6, et dame D5. Alors quand même, Nakamura, il subit l'initiative quand même avec les noirs, parce que la dame en D5, le fou en B3, presse F7. La dame, elle est bien placée, la dame blanche a de la hauteur dans la position, contrairement à la dame noire. Les noirs jouent tour C8. Dame B7 vient attaquer le pion A6. Tour C5 contre-attaque sur le pion F5. Et ce qui est très important dans la position, ce qu'il faut comprendre, c'est que Nakamura, il est prêt à troquer A6 contre F5. Parce que en prenant en F5, il se mettra à attaquer le pion en F2. Pion sur case noire. Et le pion en F2 est très important à détruire. Parce que si on arrive à détruire le pion en F2, la diagonale noire sera une voie d'attaque contre le roi. En fait, dans la position, celui qui va prendre l'avantage, c'est celui qui va réussir, parvenir à créer le plus de menaces sur sa couleur. Donc pour l'instant, les blancs, avec leur fou de case blanche, essayent de pointer, vous voyez, une double attaque sur F7. La dame attaque A6. Si A6 tombe, peut-être que B5 s'affaiblira également. Et les noirs, ils vont miser l'attaque contre le pion en F2. Donc, dame prend A6, tour prend F5. Tour D1 double les attaques contre D6, mais D5 arrive, défendu 2 fois par la tour et la dame. Le pion attaque la tour blanche qui vient en B4. Et là, une séquence très astucieuse et difficile à trouver. Les noirs, en fait, ils vont projeter un sacrifice en F2. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Le roi va reprendre. Le problème de sacrifier contre un pion du roc, c'est qu'il faut ensuite avoir la capacité d'avoir des troupes, des forces, pour s'en prendre au roi qui sera découvert. Parce que si vous sacrifiez votre armée pour créer une brèche dans les défenses du roi adverse, mais que vous n'avez pas de force pour vous infiltrer, ça ne sert à rien. Or, après tour prend pion,
il faudrait voir comment les pièces noires peuvent réussir à attaquer le roi blanc, et c'est pas évident. Donc ce que va faire Nakamura, et c'est très subtil, il va d'abord jouer fou C3. Il veut dévier la tour du contrôle de la 4e rangée. Et en même temps, le fait que le fou soit parti libère la diagonale, parce que l'idée de la dame, c'est d'arriver en H4 pour aller attaquer le roi. Donc la tour qui est attaquée par le fou, elle est venue prendre le pion de B5, et c'est là le coup de tonnerre sur l'échiquier, tour prend F2. Parce que maintenant, il y a de l'attaque. On a sacrifié la tour contre le pion, mais il y a de l'attaque derrière. Alors, dans la position, Fabiano Caruana avec les blancs, il n'a pas pris la tour en F2. Il a d'abord pris le pion en B5 ici. Alors, on va regarder. Ce roi prend F2. Il s'en suivrait donc dame H4 échec. Attaque le roi, attaque le pion. Le roi n'a pas trop envie d'arriver sur la colonne E où la tour pourrait également l'attaquer. Donc il peut vouloir essayer de s'abriter en G1. Mais là, vous voyez, fou D4 échec. L'absence du pion en B2, en F2, pardon, permet d'attaquer sur la diagonale. Et sur tour prend fou, dame E1 mat, le mat du couloir, enfin une sorte de mat du couloir. Donc dans la position, la tour ne peut pas prendre le fou et le roi ne peut pas aller en F1 à cause de dame F2 mat. Toujours le jeu sur les cases noires, vous voyez. Donc du coup, le roi vient en H1. Mais après, il peut y avoir fou E5, avec cette menace de dame prend H2. Et en fait, les blancs ne vont pas pouvoir sortir le roi de toutes ces menaces. Vous voyez, si il y a le pion qui vient en H3, la dame va rentrer en G3. Et si c'est le pion qui avance en G3, le fou pourra prendre le pion. Puisque le pion H2 sera cloué, avec toujours une attaque qui continue. Et en réalité, dans ce type de position, ici, les blancs, ils ont bien une tour de plus, mais leur roi subit l'attaque. Et au mieux, les blancs vont réussir à ne pas perdre, mais ils ne pourront pas éviter un échec perpétuel. C'est-à-dire que les noirs ne vont peut-être pas faire triompher leur attaque par une attaque de mat, mais ils vont trouver les moyens d'harceler le roi, de lui faire des échecs continuels, et ça finira par faire un match nul. Donc dans la position, ici les blancs ne peuvent pas éviter l'échec perpétuel qui va arriver, l'attaque continuelle sur le roi. Peut-être qu'il n'y aura pas mat, mais voilà, on ne peut pas abriter de manière sûre le roi blanc. C'est pourquoi, après cette prise en F2, ici, Caruana, il ne prend pas la tour, il fait d'abord tour prend D5, il attaque la dame noire. La dame noire qui vient en H4. Alors, comment l'attaque pourrait se poursuivre? Peut-être que les noirs menacent un tour prend G2, pour encore découvrir le roi et continuer à l'attaquer avec dame G4 après. C'est pour ça que la dame, elle vient en D3, pour revenir en défense et attaquer le fou. Là, un coup très astucieux encore de Nakamura, qui a très bien compris son jeu sur les cases noires. Il recule la tour en F6 pour libérer la case F2 pour leur dame. Donc si la dame prend le fou, il y aurait dame F2 échec, roi H1, et là ça finit par un mat du couloir, dame F1, tour prend, tour prend. C'est pourquoi après ce retrait tour F6 et cette menace de dame F2, eh bien, les blancs ne peuvent pas s'emparer du fou. Il joue donc G3, attaque la dame. La dame vient en B4 maintenant pour protéger le fou. Le roi se met sur case blanche. Le fou vient en B2 certainement pour redonner de la mobilité à la dame, parce que sinon il fallait sans arrêt défendre le fou en C3. Et là, Fabiano Caruana va perdre une partie de son avantage. En réalité, l'ordinateur donnait un petit avantage pour les blancs ici. On peut comprendre, ils ont un pion de plus. Avec ces deux pions passés à l'aile dame, le pion A et le pion C. D'un autre côté, c'est un avantage très difficile à valoriser parce que le roi blanc est moins bien protégé que le roi noir. La couverture de pions est moins solide, moins hermétique, alors que les noirs ont 3 pions de protection, les blancs n'en ont que 2 et le pion G a avancé. Donc, ici, l'ordinateur considérait que tour D7, avec la tour sur la 7e, la pression sur F7 était le meilleur coup. Mais Fabiano Caruana préfère soulager un peu la pression sur son roi et va s'opposer à la tour F6 par tour F5. Alors, Nakamura n'est pas contre l'échange des tours, mais il veut le faire à ses conditions. Il joue G6 pour attaquer la tour blanche et libérer la case G7, case noire, une case de fuite pour le roi. Ça évitera les problématiques de mat du couloir. Tour prend F6, fou reprend, dame F3, dame E7, pion A4 a été joué, roi G7. Regardez vraiment le jeu de couleurs, comment il est cristallisé entre les blancs qui mettent toutes leurs pièces majeures sur case blanche et les noirs qui mettent toutes leurs pièces principales sur les cases noires.
La structure de pion, elle, va se mettre sur l'autre couleur. Par exemple, ici, les pions F7, G6 et H7 se mettent volontairement sur case blanche pour entraver le fou de case blanche, pour qu'il n'ait pas de belle diagonale qui bute contre la structure de pion. Et les blancs mettent H2, G3 justement pour bloquer le fou de case noire également. Donc c'est la technique quand vous jouez dans des positions de full de couleur opposée. Eh bien, il vaut mieux mettre vos pièces sur votre couleur forte et mettre votre structure la plus solide possible sur votre couleur faible pour s'opposer aux atouts adverses. Alors, les blancs jouent à 5, après tout, ils ont leur pion passé. Tour A8, tour D5, tour A7. Le problème pour les blancs, c'est qu'ils ont des pions passés, c'est vrai, mais comment débloquer les cases noires? Vous voyez, la case A7 ou la case C7, qui sont donc des cases noires, sur le chemin des pions A5 et C2, sont sur case noire. Une couleur de case que les noirs contrôlent mieux, ils auront toujours une pièce de plus pour contrôler ces cases. Ça veut dire que les noirs vont faire barrage sur case noire, et finalement les pions A5 et C2 ne pourront pas être valorisés s'ils n'arrivent pas à débloquer les cases noires. Et en plus, il faut toujours faire attention aux contre-attaques sur le roi blanc, qui, on l'a dit, n'est pas très bien caché. Il n'a pas une couverture de pions très solide. Donc, tour B5 a été joué, dame D8. Donc là, il faut faire attention, par exemple, aux entrées en D2, mais il y a surtout l'attaque, la double attaque sur le pion A5. Et la dame blanche ne peut pas venir défendre, en réalité, le pion A5, à part en venant en D5, ce qui provoquerait l'échange des dames. Donc c'est tour D5 qui a été joué, attaque la dame qui vient en C7. Pion H4, les noirs éliminent un des pions passés, tour prend, dame prend. Dame B7, on attaque F7, c'est pour ça que les blancs avaient joué cela. Ils sacrifient le pion A5 pour contre-attaquer sur F7, sur le pion sur case blanche. Dame D8. Dame prend F7, il vient sur case noire en H6. Alors la dame en D8 protège le fou. Roi H3 vient sur case blanche. Dame E7 propose échange des dames. Les blancs déclinent. Dame E3 avec la pression ici en G3. Pression que l'on pourrait augmenter par un coup comme fou E5 par exemple. Et les deux joueurs concluent du match nul dans la position. Parce qu'en réalité, les blancs ne pourront pas évoluer. Certes, les blancs ont un pion de plus, le pion C2, mais comme on l'a dit, il y a le blocage ici sur case noire. Et même si la dame bougeait et que le pion ensuite avançait en C4, les noirs pourraient reculer par exemple leur fou en E7 et contrôler deux fois la case C5, case noire. Donc le pion ne pourrait pas aller en C5. Et il faut toujours gérer avec les blancs la menace, l'attaque sur le pion G3. Et si les blancs cherchent à échanger des dames, eh bien écoutez, on échange des dames. Le roi vient en G7. Le roi noir pourra aider le fou à contrôler l'une des cases, que ce soit C7 ou C5, des cases noires qui entravent la progression du pion C2. Et en plus, comme les pions blancs, ici en F4 et H4 sont situés sur case noire, quelque part, le fou va mettre la pression sur ses pions, ce qui va gêner l'activation aussi du roi blanc. Donc dans cette position, on peut tout simplement pas gagner avec les blancs. On ne peut pas valoriser le pion de plus. C'est une sorte de forteresse. Vous savez, les forteresses, c'est des positions où un des camps a un avantage matériel, mais qui ne parviendra pas à valoriser à cause d'une position, d'un blocus défensif adverse qui empêche l'évolution, tout simplement. Donc un match nul quand même de combat, avec ces idées de fou de couleur opposée, idées finalement provoquées par Nakamura, provoquées par son ouverture. Alors vous voyez les 8 joueurs du tournoi des candidats, ils ont tous un demi-point, parce que lors de la première ronde, tout le monde a fait match nul. Alors une petite surprise sur le site Europe Échec, vous voyez, je suis sur le site Europe Échec, il y a l'onglet Pronochess. Alors qu'est-ce que c'est que Pronochess? Ça permet tout simplement de pronostiquer, il y a des cadeaux d'ailleurs à gagner, ça vous permet de pronostiquer le vainqueur final du tournoi des candidats, mais également les résultats de chaque ronde. Alors on va regarder. Donc moi j'ai pronostiqué Firouzja comme vainqueur du tournoi, bon c'est aussi le côté chauvin, j'aimerais bien que Firouzja l'emporte. Et lors de la pronostic de la ronde 1, bon, je me suis bien trompé. J'avais annoncé victoire de Fabiano Caruana. Finalement, vous voyez, j'avais annoncé le 1-0 pour Fabiano Caruana. Finalement, ça a fait match nul. On vient de voir cette partie. J'avais pronostiqué le match nul entre Abbasov et Nepomniachtchi. Donc là, c'était bon. J'avais pronostiqué une victoire de Firouzja avec les Blancs contre Panandra. Je me suis dit, ronde 1, parfois il y a des surprises. Et Firouzja étant un joueur assez atypique, il aurait pu créer, enflammer la partie et créer un déséquilibre qui aurait pu lui donner la victoire. Mais ça n'a pas été le cas, ça a été nul. Et Gukesh Vidit, là je me suis dit, les deux joueurs indiens qui se rencontrent première ronde, à mon avis, ils ne vont pas essayer de s'entretuer. Donc c'était très probable qu'ils fassent match nul. Et ça a été le cas. Et là, il faut pronostiquer la ronde 2. La ronde 2, donc. Nakamura contre Vidit. Qu'est-ce qu'on pronostique? Bon, allez, je vais mettre une victoire de Nakamura. Il a dit qu'il était pas venu là pour faire du spectacle, donc on y va.
Voilà. Praggnanandhaa contre Gukesh. Ah, les deux joueurs indiens, je vais faire nul encore. Bon. Comme les joueurs soviétiques faisaient souvent nul, bon, peut-être qu'ils vont me donner tort, mais allez, je pronostique nul. Nepomniachtchi, Firouzja. Ah, je peux pas mettre Firouzja gagnant à chaque fois. J'aimerais bien qu'il gagne, mais je sais pas. Allez, je vais mettre match nul. Et Caruana contre Abbasov. Caruana est certainement le joueur le mieux préparé de ce tournoi de candidat. Il est très connu pour sa grande préparation. C'est pour ça d'ailleurs que Nakamura a dû le surprendre avec son ouverture, la défense sicilienne qu'on a vue, où il a joué E5 tout de suite avant de jouer A6, alors qu'à haut niveau, on joue pratiquement toujours A6 avant E5. Il a voulu le sortir des sentiers battus, le sortir de ses connaissances théoriques. Donc Caruana contre Abbasov, je pense que Caruana va l'emporter. Allez, je vais mettre 1-0. Et donc on va voir. Donc j'enregistre mes pronostics pour la ronde 2. Et comme ça, vous pouvez même tout pronostiquer en avance et changer même avant le commencement de la ronde. Vous pouvez changer et modifier vos pronostics. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tournoi des candidats, vous allez avoir envie de le suivre, même si ça a commencé par un match nul. Peut-être pas le résultat le plus enthousiasmant, mais j'espère qu'on aura d'autres occasions de s'enthousiasmer dans ce tournoi. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous!